La maison de campagne que nous avions héritée de nos grands-parents se tenait là, solitaire et délaissée au milieu des champs, à plusieurs kilomètres de la ville la plus proche. Elle semblait figée dans le temps, avec ses murs usés et ses fenêtres ternies par la poussière accumulée au fil des années. Chaque fois que je posais le pied sur les vieilles planches du parquet, un grincement sourd résonnait, comme un murmure venu du passé, un avertissement que je préférais ignorer. Ma sœur, enthousiaste à l'idée de faire une surprise à son petit ami, avait eu l'idée audacieuse de transformer cette vieille maison en un lieu de fête. Son petit ami adorait les lieux chargés d'histoire, alors quoi de mieux que cette maison de famille, malgré son apparence inquiétante. En arrivant sur les lieux, je sentais pourtant une gêne inexplicable, un pressentiment que je ne parvenais pas à chasser. Mais, pour elle, j'avais accepté de l'aider à préparer la soirée, pensant que ce malaise finirait par disparaître. Dès les premiers instants, j'ai remarqué des détails étranges. La poussière semblait avoir été déplacée par endroits, comme si quelqu'un ou quelque chose avait récemment traversé les pièces désertes. Dans le salon, un vieux fauteuil avait changé de place, légèrement incliné vers la porte, comme s'il observait l'entrée. Des empreintes floues marquaient aussi le sol de la cuisine, trop grandes pour appartenir à un animal mais trop incertaines pour en deviner l'origine. J'ai mentionné ces observations à ma sœur, qui a simplement haussé les épaules, riant de ma nervosité. « Arrête, c'est sûrement juste le vent ou un rongeur », m'a-t-elle dit en passant devant moi avec une boîte de décoration. Alors que la nuit tombait et que l'obscurité envahissait chaque recoin de la maison, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose nous observait, dissimulé dans les ombres des pièces vides. Mais, malgré mes doutes et cette étrange impression de n'être pas seul, j'ai continué les préparatifs, me disant que tout cela n'était qu'une illusion. Alors que nous installions les dernières décorations et ajustions l'éclairage tamisé, la maison semblait s'animer autour de nous, ses murs et ses planchers murmurant à chaque pas. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de bois ancien et d'humidité qui collait à la peau, comme une seconde enveloppe impossible à ignorer. Ma sœur, toujours enthousiaste, m'encourageait à ne pas m'inquiéter, mais quelque chose me semblait définitivement anormal. Les premiers invités arrivèrent peu après la tombée de la nuit. Leur rire résonnait dans les couloirs sombres, tentant de dissiper l'atmosphère oppressante, mais je voyais bien que certains partageaient mon malaise. Tous faisaient des commentaires à la fois fascinés et nerveux sur l'aspect antique de la maison, les meubles poussiéreux et les vieilles photographies qui ornaient les murs, des portraits d'ancêtres au regard perçant, fixant la salle comme pour surveiller notre intrusion. La soirée démarrait pourtant bien, et bientôt, la musique, les discussions et les éclats de rire semblaient couvrir les grincements inquiétants que j'avais entendus plus tôt. Cependant, un premier incident se produisit. Alors que nous étions tous regroupés dans le salon, les lumières, déjà vacillantes, se mirent à clignoter de façon irrégulière. Un silence étrange s'installa, tous les regards tournés vers le plafond, comme si nous attendions que quelque chose surgisse de l'obscurité. Ma sœur tenta de détendre l'atmosphère, plaisantant sur le fait que la vieille maison devait être un peu timide face à autant de visiteurs. Mais lorsque les lumières se stabilisèrent, nous remarquâmes qu'il manquait quelqu'un. L'un de nos amis, un certain Lucas, qui était là juste avant le clignotement des lumières, semblait avoir disparu. Pensant qu'il s'était peut-être retiré dans une autre pièce pour faire une blague, plusieurs d'entre nous partirent à sa recherche, appelant son nom dans les couloirs sombres, sans réponse. Chaque pièce que nous inspectâmes semblait étrangement vide, les ombres paraissant s'épaissir et les coins de la maison se resserrer autour de nous, comme si les murs eux-mêmes cherchaient à nous retenir. Le malaise s'intensifia encore lorsque, de retour dans le salon, nous constations que d'autres invités avaient également disparu. Un murmure d'inquiétude commençait à parcourir le groupe restant. Personne n'avait vu Lucas ni les autres quitter la pièce, et pourtant, il n'était nulle part. Ma sœur tentait toujours de garder un semblant de calme, cherchant des excuses rationnelles, peut-être que certains s'étaient aventurés dans les étages pour explorer les chambres, peut-être qu'ils étaient partis en groupe sans que nous le remarquions. Pourtant, son sourire commençait à paraître forcé, et son regard trahissait sa propre peur. Chaque minute qui passait accentuait la tension, les murs semblant se refermer un peu plus, comme une toile d'araignée tissée autour de nous. Les lumières recommencèrent à clignoter par intermittence, et à chaque instant d'obscurité, j'avais l'impression de voir des silhouettes floues au coin de mon regard, des ombres qui disparaissaient avant que je puisse vraiment les identifier. Les murmures des invités se transformèrent en chuchotements nerveux, et l'idée que nous n'étions peut-être pas seuls commençait à hanter chaque pensée, chaque mouvement. C'est alors que je perçus un détail effrayant. Une des anciennes portes, que nous avions laissées fermer plus tôt, était maintenant grande ouverte, révélant un couloir plongé dans l'obscurité. Une brise froide s'en échappait, transportant une odeur étrange, presque métallique. À cet instant, je compris que cette fête n'avait jamais été la bienvenue ici, que quelque chose ou quelqu'un nous observait depuis le début, caché dans la noirceur des lieux. À mesure que la soirée avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante.
Nous étions de moins en moins nombreux, et chaque disparition se faisait sentir comme une lourdeur supplémentaire qui nous écrasait. Ma sœur et moi essayions de garder le contrôle, mais l'inquiétude dans nos regards était difficile à dissimuler. Les invités, eux, étaient devenus étrangement silencieux, se rassemblant de plus en plus proches les uns des autres, comme s'ils espéraient que cela les protégerait de ce qui se passait dans cette maison. La lumière, qui vacillait toujours par moments, projetait des ombres grotesques sur les murs. Celles-ci semblaient se déplacer, onduler, comme si elles étaient vivantes et prêtes à nous engloutir. Chaque fois que les lumières clignotaient, il semblait qu'un autre de nos amis disparaissait, sans un bruit, sans un cri. Juste parti. À peine avions-nous le temps de nous rendre compte de leur absence que la lumière se stabilisait, et le silence lourd s'installait de nouveau, comme si la maison elle-même avalait leur présence. Ma sœur, pâle et les yeux écarquillés, murmurait sans cesse que ce n'était pas possible, que nos amis devaient forcément se cacher pour nous faire peur. Elle se répétait que c'était une mauvaise plaisanterie, mais je savais qu'elle n'y croyait plus vraiment. Nous nous tournâmes vers les derniers invités, espérant que l'un d'eux proposerait une explication, mais ils avaient tous le même regard paniqué, évitant de parler, comme s'ils craignaient d'attirer l'attention de quelque chose de tapi dans les ombres. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage, comme le craquement d'une porte qui se refermait brutalement. Nos regards se dirigèrent en même temps vers les escaliers sombres, où une lueur tremblotante semblait danser, vacillante. Je ressentis un frisson glacé parcourir mon échine, et sans réfléchir, je saisis ma sœur par la main. « On doit sortir d'ici, maintenant, » lui murmurai-je, la panique montant en moi. Nous nous précipitâmes vers la porte d'entrée, suivis des quelques invités restants. Mais lorsque nous arrivâmes, la porte, qui avait été laissée entr'ouverte, était maintenant fermée et verrouillée. Nous tirâmes de toutes nos forces, frappâmes contre le bois, mais rien ne bougeait. Un sentiment de terreur pure s'empara de moi. Nous étions piégés. À cet instant, les lumières s'éteignirent complètement, nous plongeant dans une obscurité totale. Je sentis ma sœur se cramponner à mon bras, tremblante, tandis qu'autour de nous, le silence s'alourdissait, oppressant. Puis, au milieu de cette obscurité absolue, un murmure glacé s'éleva, flottant dans l'air comme un chuchotement venu d'un autre monde. C'était une voix que je n'avais jamais entendue, froide et étrangement familière, qui résonnait tout autour de nous. « Vous n'auriez jamais dû revenir ici. » Cette phrase se répétait, de plus en plus fort, remplissant la pièce de son écho sinistre. J'eus alors la terrible certitude que cette maison n'était pas simplement abandonnée, elle était habitée par quelque chose d'ancien, de malveillant, qui attendait notre retour depuis longtemps. Le murmure s'estompa lentement, laissant un silence si pesant que j'avais l'impression qu'il m'écrasait. Ma sœur serrait toujours mon bras, ses ongles plantés dans ma peau, mais je ne sentais même plus la douleur. Mon esprit était entièrement focalisé sur une seule chose, sortir de cette maison maudite. Les quelques invités restants étaient pétrifiés, leurs visages figés de terreur, incapables de bouger ou même de parler. Le moindre son, même notre respiration, semblait résonner étrangement dans la pénombre, comme si la maison elle-même absorbait chaque vibration. Prudemment, je pris la tête du groupe, nous guidant à tâtons à travers le couloir dans l'obscurité totale. Le sol grinçait sous nos pas, et chaque craquement semblait amplifier notre angoisse. Nous savions que nous n'étions plus seuls, que quelque chose nous observait, tapi dans les coins sombres, silencieux mais terriblement présent. À un moment, un des invités trébucha et lâcha un cri étouffé. Nous nous figeâmes tous, le cœur battant, espérant que ce bruit n'avait pas attiré l'attention de quoi que ce soit qui se trouvait là. Nous atteignîmes finalement la porte menant à la cave. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais ouverte, sans doute par pur désespoir. Peut-être qu'il y avait une sortie, une vieille fenêtre par laquelle nous pourrions nous échapper. Mais dès que la porte s'ouvrit, une odeur de moisissure et de terre humide envahit nos narines. La cave était encore plus sombre, comme un gouffre sans fond qui nous appelait. Malgré tout, il semblait que c'était notre seule option. Nous descendîmes lentement les escaliers de bois grinçant, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans le silence. À mi-chemin, un frisson glacé parcourut mon échine, et j'eus l'impression d'entendre des chuchotements. Des voix indistinctes, des murmures qui semblaient flotter autour de nous, remplissant l'air d'une présence invisible mais oppressante. Ces voix semblaient venir de toutes parts, et plus nous descendions, plus elles devenaient intenses, comme un chant funèbre nous guidant vers l'inconnu. Arrivés en bas, la lueur tremblotante de nos téléphones portables éclaira la pièce. Les murs de la cave étaient recouverts de vieilles photographies de famille, certaines jaunies par le temps, d'autres déchirées, mais toutes nous fixaient avec des regards vides et accusateurs. Au centre de la pièce se trouvait un vieux fauteuil, identique à celui que j'avais vu déplacé dans le salon plus tôt. Comme si quelqu'un avait pris soin de recréer un espace pour observer, pour surveiller. Ma sœur chuchota, la voix tremblante. C'est comme si quelqu'un avait attendu notre retour depuis toujours. Ces mots résonnèrent dans ma tête,
alimentant la terreur qui s'emparait de moi. Nous sentions tous que la maison n'était pas seulement un lieu abandonné. Elle avait une mémoire, un esprit sombre et sinistre qui ne tolérait pas notre présence. Soudain, un bruit de pas l'eau retentit au-dessus de nous, traversant le sol en bois comme si quelque chose se déplaçait dans la maison, cherchant à nous localiser. Nous éteignîmes instantanément nos lumières, retenant notre souffle dans l'obscurité totale. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus de la trappe de la cave, et nous pouvions entendre une respiration lourde, lente, comme si la chose savait exactement où nous étions, savourant notre terreur. C'était à cet instant que je compris, nous n'étions pas simplement des intrus. Nous étions revenus pour quelque chose qui nous attendait, et cette fois, il ne nous laisserait pas partir. Le silence après les pas lourds était pire que tout. Nous étions tous figés dans l'obscurité de la cave, osant à peine respirer, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la pièce. Ma sœur tremblait contre moi, ses ongles s'enfonçant dans mon bras, et je savais que chaque seconde passée dans cette cave nous rapprochait d'une fin terrifiante. Après un long moment, un grincement se fit entendre au-dessus de nous. La trappe de la cave s'entr'ouvrit lentement, laissant entrer un mince filet de lumière. Dans cette lueur, nous pouvions entrevoir une silhouette sombre, floue, qui se tenait juste au-dessus de nous, immobile. Je n'osais pas bouger, priant pour que cette chose ne remarque pas notre présence. Mais soudain, une voix basse et glaciale se fit entendre, résonnant comme un murmure menaçant. « Vous n'auriez jamais dû revenir. » Sans réfléchir, je pris la main de ma sœur et murmurai à nos amis de courir. Nous nous précipitâmes dans la cave, cherchant frénétiquement une sortie, une issue, n'importe quoi pour échapper à cette présence. Nos mains tremblantes fouillaient les murs à la recherche d'une fenêtre ou d'une trappe, et enfin, derrière quelques vieilles étagères poussiéreuses, je trouvai une petite ouverture qui menait à l'extérieur. L'air frais nous parvenait en faible courant, mais c'était notre seule chance. Un à un, nous rampâmes à travers l'ouverture, nos corps se griffant contre la pierre, mais l'adrénaline nous empêchait de ressentir la douleur. Juste avant de sortir, je jetai un dernier coup d'œil vers la cave et aperçus la silhouette se glissant dans la pièce, nous observant d'un regard inhumain, comme si elle absorbait chaque seconde de notre terreur. Une fois dehors, nous courûmes dans la nuit noire sans jamais nous retourner, les cris étouffés de mes amis résonnant dans mes oreilles. La maison se dressait derrière nous, sombre et silencieuse, comme si elle nous avait laissé partir cette fois, mais je savais qu'elle resterait là, tapie dans l'ombre, attendant notre retour. Ce soir-là, nous avions échappé de justesse à quelque chose de bien plus sinistre que ce que nous pouvions comprendre. Et même aujourd'hui, chaque fois que je passe près de cette vieille maison de campagne, j'ai l'impression qu'elle me regarde, comme si elle attendait patiemment, sachant que tôt ou tard, elle nous attirerait de nouveau dans ses griffes. Quelques semaines avant mon anniversaire, j'ai reçu un étrange message dans ma boîte aux lettres. C'était une invitation à une fête spéciale, soi-disant organisée par des amis. Le carton d'invitation était sobre, avec un design assez basique, mais ce qui me frappait, c'était l'absence de toute indication d'expéditeur. Aucun nom, juste une adresse et une note disant que la soirée serait inoubliable. Je me suis demandé si mes amis ne me préparaient pas une surprise, un de ces anniversaires mystérieux où l'on te garde dans le flou jusqu'au dernier moment. L'adresse indiquée me paraissait toutefois inhabituelle. En la cherchant sur Internet, j'ai réalisé que le lieu se trouvait dans une zone industrielle déserte, un quartier que personne n'a vraiment de raison de fréquenter. La curiosité a cependant pris le dessus. Une part de moi trouvait ça excitant, l'idée d'une soirée hors du commun, loin des lieux de fête habituels. Peut-être que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, me suis-je dit pour me rassurer. Le soir venu, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti. En me rapprochant de l'adresse, je sentais mon cœur battre un peu plus vite. La route devenait de plus en plus sombre, bordée d'entrepôts et de bâtiments abandonnés. Aucun signe de vie. Seule ma voiture, qui avançait lentement vers ce lieu inconnu, troublait le silence pesant de la nuit. Enfin, j'ai atteint l'imposant bâtiment industriel, marqué par des décennies de négligence. Je suis sorti de la voiture, sentant l'air glacial de la nuit s'infiltrer dans mes vêtements. Devant moi, une porte grande ouverte, comme une invitation silencieuse à entrer. J'ai pris une profonde inspiration et, malgré une petite voix intérieure qui me soufflait de faire demi-tour, j'ai franchi le seuil. En entrant dans le bâtiment, j'ai immédiatement remarqué l'étrange décor. L'endroit était sombre, presque sinistre, mais il y avait des ballons colorés suspendus ici et là, flottant sous les hautes poutres métalliques. Quelques guirlandes lumineuses clignotaient faiblement, jetant une lueur vacillante sur les murs délavés et l'espace vide. À ma droite, une longue table avait été dressée, recouverte d'une nappe blanche, des assiettes disposées avec soin, et au centre, un gâteau qui semblait tout juste sorti de la pâtisserie. Pourtant, pas un son, pas un murmure. L'endroit était complètement désert. Je me suis avancé, hésitant, mais pas résonnant dans l'immense pièce vide.
Il n'y avait aucun signe de vie, aucun indice que quelqu'un d'autre était là. Peut-être que mes amis se cachent, attendant de me faire une surprise, pensais-je pour calmer mon malaise grandissant. Mais plus j'observais l'endroit, plus quelque chose me semblait un faux. Il y avait dans l'air une atmosphère oppressante, une sensation sourde d'être observé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de mes mouvements. C'est alors que mon regard a été attiré par un détail troublant. Dans les coins sombres de la pièce, des caméras de surveillance étaient fixées au mur, toutes dirigées vers le centre de la salle, là où je me trouvais. Une sueur froide a parcouru mon dos. Quelque chose n'allait vraiment pas. Pourquoi quelqu'un filmerait-il une fête, surprise, avec un tel dispositif de surveillance? Je commençais à sentir mon cœur s'emballer. La présence de ces caméras me mettait mal à l'aise, comme si j'étais le centre d'une expérience étrange dont je ne comprenais pas le but. J'essayais de me raisonner, me disant que tout cela devait être une mise en scène élaborée pour me surprendre. Pourtant, la sensation d'être observé, scruté même, devenait de plus en plus pesante, presque étouffante. Au bout de quelques minutes, j'ai décidé d'explorer un peu plus le lieu, espérant peut-être trouver un indice ou entendre un signe de vie. Mes pas résonnaient étrangement dans l'immense pièce vide, et chaque écho me donnait l'impression que quelqu'un marchait derrière moi. Je me retournais sans cesse, mais il n'y avait jamais rien, seulement ce silence lourd et oppressant. Soudain, les lumières vacillèrent. L'espace fut plongé dans une semi-obscurité avant que les lampes ne se stabilisent, projetant des ombres tremblotantes sur les murs. Mon cœur s'emballait de plus en plus, et une part de moi savait qu'il aurait été plus prudent de partir, de fuir cet endroit étrange. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, ou simplement une incapacité à comprendre ce qui se passait réellement, m'empêchait de faire demi-tour. Puis, tout à coup, les lumières s'éteignirent complètement. Un noir total m'enveloppa en un instant, comme si l'air autour de moi s'était figé. Je clignotais des yeux dans l'obscurité, espérant que mes yeux s'habituent, mais rien ne changeait. Je tendis la main devant moi, mais je ne pouvais même pas distinguer la silhouette de mes propres doigts. Mon cœur battait la chamade, résonnant dans mes oreilles comme un tambour. Le silence, pesant et suffocant, s'étendait à l'infini. C'est alors que j'entendis un rire. Un rire distant, presque étouffé, mais reconnaissable. La voix semblait venir de nulle part, se répercutant sur les murs sombres du bâtiment. Ce n'était pas un rire amical, mais un rire cruel, qui déchirait la tension dans l'air, et il semblait se moquer de ma peur grandissante. Mon estomac se tordit. La voix, faible mais clairement audible, appela mon nom, comme une invitation sinistre, intime. Je me figeai, mes jambes devenant lourdes et incertaines sous moi. « Qui est là » demandai-je, ma voix tremblante. Mais aucune réponse ne vint, sauf cette rumeur persistante, cette ricanerie qui semblait se rapprocher de plus en plus. Je n'avais plus aucune idée de la direction à prendre. Où étais-je exactement? D'où venait cette voix? Le rire continua de résonner, chaque éclat m'enfonçant davantage dans un abîme de terreur. Je ne savais plus si mes jambes tremblaient à cause de la peur ou de la panique qui montait en moi, mais il m'était impossible de rester immobile. Je me suis mis à marcher à tâtons dans le noir, mes mains cherchant désespérément un mur, une porte, quoi que ce soit qui puisse m'offrir une sortie. Mais plus je me déplaçais, plus la sensation de claustrophobie s'intensifiait. Le rire ne cessait pas, il me poursuivait, se faufilant dans les recoins de mon esprit, se jouant de moi. Je finis par trébucher sur quelque chose, un objet métallique que je ne pouvais même pas identifier. Mon souffle se coupait à chaque bruit, chaque ombre furtive qui passait dans ma vision périphérique. Puis, soudain, les lumières se rallumèrent brutalement, m'éblouissant. Je clignai des yeux, tentant de me réhabituer à la lumière, mais ce que je vis alors me fit geler le sang dans mes veines. Devant moi, une grande télévision, fixée au mur, s'alluma d'un coup. Sur l'écran noir, mon propre visage apparut. Il n'y avait aucune explication, aucun message, juste une image de moi, seul, pris par une caméra que je n'avais même pas remarquée. Je me figuais, le regardant intensément, quand une nouvelle image s'afficha à l'écran. C'était moi, mais dans une position différente, en train de marcher dans un autre endroit du bâtiment. Les caméras étaient partout. Chaque mouvement que j'avais fait était suivi en temps réel. Je reculais, horrifié. Et c'est alors qu'une nouvelle ligne de texte apparut sur l'écran, accompagnée d'une image déformée de mon visage. « Joyeux anniversaire », disait-elle, en lettres rouges, s'imbibant comme du sang sur l'écran. Avant même que je puisse réagir, un bruit sourd se fit entendre derrière moi. Je me retournai brusquement. La porte, qui était censée être fermée, était maintenant ouverte. Et là, dans l'ombre, se dessina une silhouette. Elle se tenait immobile, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. La risée, désormais claire, résonna à nouveau, plus proche que jamais. Je me souviens encore de l'atmosphère oppressante qui pesait sur nous ce soir-là. Le bosquet, d'ordinaire si tranquille,
semblait nous observer, comme s'il abritait des secrets qu'il ne voulait pas partager. Il était loin de la ville, isolé et coupé de tout, un lieu idéal pour une fête où personne ne viendrait nous déranger. Mais en nous enfonçant dans les arbres, cette idée qui paraissait amusante devenait de plus en plus terrifiante. La nuit tombait rapidement, plongeant tout dans une obscurité presque impénétrable. La lune, voilée par de lourds nuages, projetait une lumière blafarde et inquiétante sur les troncs tordus des arbres autour de nous. Chaque craquement de branches, chaque bruissement dans les fourrés résonnait comme un avertissement. Mes amis riaient, tentaient de détendre l'atmosphère, mais leur rire sonnait faux, creux, comme étouffé par quelque chose d'invisible. Il y avait une vieille légende à propos de cet endroit. Depuis tout petit, nous avions entendu des histoires de fêtes sinistres organisées dans ce bois, où d'étranges cérémonies se déroulaient, attirant des gens aux intentions douteuses. Des gens qui disparaissaient sans laisser de traces, ou qui revenaient complètement changés, hantés par quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à décrire. Je n'avais jamais vraiment cru à ces histoires, les classant parmi les contes locaux qu'on se raconte pour se faire peur. Mais cette nuit-là, sous les ombres mouvantes des arbres, ces histoires prenaient un sens bien plus réel. En nous installant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette présence autour de nous. Comme si le bois tout entier retenait son souffle, attendant quelque chose. Nous étions tous regroupés autour de la petite table de fortune que nous avions montée, la lumière tremblante de nos lampes de poche dessinant des ombres effrayantes sur nos visages. Après quelques discussions animées, on avait enfin coupé le gâteau, nos rires un peu nerveux perçant le silence épais de la forêt. Mais alors que je tendais une part à l'un de mes amis, un frisson me parcourut. J'avais cette étrange sensation que quelqu'un nous observait. Puis, un craquement se retentit quelque part derrière nous. Tous se figèrent, et un silence glacial s'abattit, interrompu seulement par le bruit irrégulier de nos respirations. Dans l'obscurité, une silhouette apparut, floue d'abord, puis se précisant à mesure qu'elle s'approchait. C'était un homme, ou du moins c'est ce que je crus au premier coup d'œil. Sa démarche était lente, presque mécanique, et plus il s'approchait, plus une sensation de malaise grandissait en moi. Il portait des vêtements d'une autre époque, quelque chose de vieux, peut-être même ancien. Sa veste élimée et son chapeau à large bord semblaient sortis d'une vieille photographie en noir et blanc. Dans ses mains, il tenait un paquet étrange, enveloppé de papier jauni et noué avec une ficelle. Il s'arrêta à quelques mètres de nous, et son visage, enfin éclairé par nos lampes, révéla un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue chez personne, un mélange de folie et de satisfaction sinistre. Il brisa le silence de sa voix rauque, presque chantante, comme s'il récitait un poème appris par cœur. Je suis venu pour la tradition. Il marqua une pause, et son regard glissa sur chacun de nous, comme s'il nous évaluait. Vous êtes venus ici, et maintenant, il est temps de participer. Un de mes amis, probablement pour alléger l'atmosphère, éclata d'un rire nerveux, mais l'homme ne réagit pas. Il restait là, immobile, son paquet tendu vers nous. Nous nous regardâmes, hésitants. Personne n'osait faire un geste, et le malaise devenait insupportable. Finalement, l'homme reprit, d'un ton encore plus ferme. Vous ne pouvez pas partir tant que quelqu'un n'a pas accepté le cadeau. Ces paroles résonnèrent dans la forêt, et pour la première fois de la soirée, le rire et la légèreté avaient complètement disparu de nos visages. Un de mes amis s'avança, le regard bravache, comme pour se prouver qu'il n'avait pas peur. Il saisit le paquet et l'ouvrit, arrachant le papier jauni. Le silence qui suivit était si profond que j'aurais juré entendre mon cœur battre. L'objet qu'il dévoila semblait sorti d'un cauchemar, une sorte de médaillon noirci par le temps, gravé de symboles étranges, presque surnaturels. Une aura sombre émanait de lui, un froid glacial qui sembla s'infiltrer dans mes os. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes figés ainsi, tous les yeux rivés sur le médaillon, avant que l'homme ne parle à nouveau. Le cadeau a été accepté, dit-il d'un ton presque solennel. Puis, sans un mot de plus, il recula dans l'obscurité, s'effaçant lentement dans les ombres, comme s'il n'avait jamais été là. Mais le malaise, lui, était bien réel et il ne faisait que commencer. Après le départ de l'homme, un silence pesant retomba sur le groupe. Personne n'osait parler, et je pouvais voir dans les yeux de mes amis la même question silencieuse. Qu'est-ce qu'on venait de vivre? Mon ami qui avait ouvert le paquet restait immobile, les yeux fixés sur le médaillon dans sa main. C'était comme s'il était hypnotisé par l'objet, complètement absorbé, inconscient de tout ce qui l'entourait. Je m'approchai pour poser une main sur son épaule, mais à peine l'avais-je touché qu'il sursauta violemment, comme s'il sortait d'un rêve. Son visage était étrangement pâle, et il balbutia quelque chose que je ne compris pas tout de suite. C'était un murmure, comme un chuchotement perdu dans le vent, mais je crus l'entendre dire « Il me parle ». À ce moment-là, la température sembla chuter brusquement. Un froid glacial s'installa autour de nous, si intense que mon souffle formait de petites volutes de vapeur dans l'air sombre. La forêt,
qui avait été silencieuse jusque-là, se mit soudainement à bruire de sons étranges, des craquements dans les buissons, des murmures indistincts, des rires étouffés qui semblaient venir de toutes parts. Mes amis et moi échangions des regards inquiets, nos visages blanchis par la peur. Puis, sans prévenir, les lampes de poche clignotèrent et s'éteignirent, plongeant le bosquet dans une obscurité totale. Mon cœur battait à tout rompre, et je sentis ma gorge se nouer alors que je luttais pour ne pas céder à la panique. J'entendais mes amis respirer, certains murmuraient des prières, d'autres retenaient leurs larmes. Le seul qui restait étrangement calme était celui qui tenait encore le médaillon dans sa main, son regard perdu quelque part au-delà de l'obscurité. Quand nos lampes se rallumèrent enfin, une sensation encore plus inquiétante nous envahit. Mon ami, celui qui avait touché le médaillon en premier, n'était plus le même. Ses yeux, qui d'ordinaire brillaient d'une lueur vivante, semblaient vides, comme s'il absorbait toute lumière sans jamais en refléter. Il se mit à sourire, un sourire qui n'avait rien d'humain, comme si quelqu'un d'autre utilisait son corps pour se moquer de nous. L'un des autres tenta de lui retirer le médaillon, mais il recula d'un pas, serrant l'objet contre sa poitrine avec une force presque inhumaine. Il siffla entre ses dents, d'une voix qui n'était pas la sienne, « Celui qui touche le cadeau en devient le gardien ». Ces mots, prononcés d'une voix glaciale, résonnèrent comme une condamnation. Après cette étrange déclaration, une terreur indicible s'empara de nous. Mon ami, ou plutôt la chose qui semblait l'habiter, se tenait immobile, serrant le médaillon contre lui, un sourire malsain sur les lèvres. Autour de nous, la forêt avait changé. Ce qui n'était autrefois qu'un lieu inquiétant avait pris un aspect cauchemardesque, comme si la nature elle-même s'était retournée contre nous. Chaque branche semblait se tordre pour bloquer notre fuite, chaque ombre paraissait abriter une silhouette prête à surgir. Mes amis et moi étions encerclés, piégés dans une sorte de prison naturelle qui semblait se refermer lentement. Certains tentaient désespérément de trouver un chemin de sortie, mais les arbres semblaient se resserrer, formant un labyrinthe sans fin, un enclos ténébreux dont il était impossible de s'échapper. C'est alors que les murmures ont commencé. D'abord, ce n'était qu'un simple chuchotement, une rumeur dans le vent. Mais rapidement, ces voix s'intensifièrent, devenant distinctes et oppressantes. Elles appelaient chacun d'entre nous par nos prénoms, d'une voix lente et chantante, comme un appel irrésistible qui se glissait dans nos esprits. Je luttais pour ne pas écouter, pour ne pas céder à ces voix qui semblaient vouloir m'attirer quelque part plus loin, vers l'obscurité. Un de mes amis perdit alors le contrôle. Les yeux écarquillés, il commença à courir, poussé par la panique. Il s'élança vers ce qui lui semblait être une ouverture entre les arbres, mais avant que nous puissions réagir, un cri d'horreur fendit l'air. Il venait de disparaître dans la noirceur, avalé par les ombres sans laisser de traces. Nous nous regardâmes, choqués, notre terreur redoublant. Quelque chose dans cette forêt prenait plaisir à jouer avec nous, à nous traquer comme des proies. Quant à celui qui tenait le médaillon, il semblait complètement possédé. Il murmurait des paroles incompréhensibles, une sorte de litanie étrange dans une langue que je n'avais jamais entendue. Ses yeux brillaient d'un éclat fou, et autour de lui, une aura de noirceur semblait se matérialiser, comme si le médaillon aspirait la lumière et la chaleur autour de lui. Nous étions désespérés, à bout de force et de nerfs. L'un de mes amis proposa de l'attaquer, de lui arracher le médaillon et de le détruire, espérant que cela briserait le maléfice qui pesait sur nous. Mais à peine avions-nous formulé cette idée qu'une douleur atroce me transperça la tête, comme si des mains invisibles tentaient d'arracher mes pensées. La voix de l'homme, celle qui était revenue sous les traits de mon ami, s'éleva alors, sinistre et railleuse. Personne ne peut défier la tradition. Ce qui a commencé doit être achevé. Le désespoir nous envahissait, et, dans cette obscurité suffocante, nous comprîmes que nous n'étions plus seuls depuis le début. Le désespoir s'emparait de nous, et je pouvais voir dans les yeux de chacun que l'espoir de s'en sortir s'effritait. Le froid glacial de la nuit nous engourdissait, mais c'était la peur qui paralysait nos esprits. Il ne nous restait qu'une option, briser le médaillon et espérer que cela suffirait pour mettre fin à cette folie. Mais chaque fois que l'un d'entre nous tentait de s'approcher, mon ami possédé reculait, serrant le médaillon contre lui comme si sa vie en dépendait. Finalement, dans un élan de courage désespéré, je bondis sur lui et agrippai le médaillon. Une vague de froid pénétra mon corps, me glaçant jusqu'à la moelle, mais je tins bon, luttant contre cette force invisible qui semblait vouloir me repousser. Mes amis m'aidèrent, forçant son emprise, et avec une force surnaturelle, nous réussîmes finalement à arracher le médaillon de ses mains. À cet instant, un hurlement déchirant s'échappa de sa bouche, un cri inhumain, empli de rage et de désespoir. Le médaillon se mit à vibrer dans mes mains, brûlant comme du métal en fusion, et je ressentis une douleur fulgurante, comme si quelque chose cherchait à s'emparer de moi. Mais malgré la souffrance, je tins bon et frappai le médaillon contre une pierre à mes pieds. Il éclata en morceaux, libérant un souffle glacial qui s'évapora dans l'air. Un silence pesant tomba sur la forêt,
et, lentement, l'atmosphère sembla redevenir normale. Le froid surnaturel se dissipa, et nous nous regardâmes, hébétés, comme si nous sortions d'un mauvais rêve. Mon ami, celui qui avait été possédé, tomba à genoux, ses yeux enfin libérés de cette lueur étrange. Il semblait épuisé, mais lucide, comme s'il venait de se réveiller d'un long cauchemar. Nous pensions que tout était enfin terminé. Alors que nous nous apprêtions à quitter le bosquet, je sentis quelque chose de lourd dans ma poche. Tremblant, je plongeai la main pour découvrir avec horreur un petit éclat du médaillon brisé, recouvert des mêmes symboles maudits. Mon cœur s'arrêta. Une pensée terrifiante me traversa l'esprit. Et si la tradition ne se terminait jamais vraiment? Alors que nous quittions les lieux, le murmure sinistre que nous avions entendu plus tôt sembla s'élever à nouveau, comme un écho dans les arbres. Peut-être que, quoi que nous ayons fait, nous avions seulement réussi à repousser l'inévitable. C'était le 10e anniversaire de mon petit frère, et, comme tous les ans, mes parents avaient organisé une fête. Des ballons colorés pendaient du plafond, des guirlandes traversaient le salon, et une table remplie de bonbons, gâteaux et autres douceurs attirait sans cesse les enfants, qui y revenaient en riant, les mains pleines de sucreries. La maison était remplie de rires et de cris joyeux, des bruits qui d'habitude me dérangeaient, mais qui ce jour-là me semblaient presque rassurants. J'avais d'abord pensé rester un moment, juste le temps de l'aider à souffler ses bougies, puis repartir, mais mon frère, lui, ne l'entendait pas ainsi. Dès que je faisais mine de m'éloigner, il me tirait la manche et me suppliait de rester, ses yeux remplis d'une étrange lueur, comme s'il craignait quelque chose. « S'il te plaît, reste un peu. Juste encore un peu », insistait-il avec cette voix douce que je ne savais jamais lui refuser. Alors, je suis resté. Après tout, ce n'était qu'une soirée de plus, avec des jeux, des rires et une montagne de cadeaux qui l'attendaient. À mesure que l'après-midi avançait, les invités ont commencé à partir, un à un, suivis de leurs parents pressés de rentrer. Il ne restait bientôt plus que mon frère, moi, et quelques-uns de ses amis, une poignée d'enfants encore pleins d'énergie, insouciants, riant et courant dans le salon. Les ombres s'allongeaient doucement sur les murs, et une atmosphère étrange s'installait dans la maison vide, comme si les rires résonnaient plus fort dans l'absence des adultes, remplissant l'espace d'une manière presque oppressante. Je n'aurais su dire pourquoi, mais ce silence qui s'installait entre les éclats de rire me mettait mal à l'aise. Tout à coup, alors que nous étions en train de jouer à un jeu de société sur la grande table du salon, un bruit sourd retentit. Un crépitement dans les ampoules, et puis, tout s'éteignit. Un silence profond envahit la maison. Le genre de silence qui pèse sur la poitrine, un silence d'une seconde trop long, comme si le monde entier s'était arrêté. Les enfants autour de la table se figèrent, leurs visages devenant instantanément plus pâles, et moi, j'ai senti une montée d'anxiété dans ma gorge. J'ai cherché du regard mon frère, qui, lui aussi, semblait déstabilisé. Puis, au bout de quelques secondes qui m'ont paru être des heures, la lumière revint, mais de manière vacillante, tremblante, presque malade. Les ampoules clignotaient, donnant à la pièce une lueur malsaine, instable. Je me levai immédiatement pour aller vérifier le disjoncteur, pensant que la panne venait simplement d'un problème électrique. Mais rien. Le tableau était en ordre. Alors, je retournai dans le salon, où les enfants étaient maintenant murés dans un silence gênant. Ils me regardaient d'un air inquiet, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Je voulais leur dire que ce n'était qu'une panne passagère, mais une sensation étrange m'envahit alors. Une sensation de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne venait pas seulement de l'obscurité. Je pris une grande inspiration, tentant de me convaincre que je m'emballais pour rien. Mais en moi, quelque chose me criait que ce n'était pas juste un problème d'électricité. Il y avait autre chose. Un malaise grandissant, invisible, qui flottait dans l'air. Une présence que je n'arrivais pas encore à comprendre. Nous essayions de reprendre nos jeux, mais l'atmosphère dans la pièce était devenue étouffante, comme si l'air lui-même avait changé. Les enfants avaient cessé de rire, et chacun semblait plus nerveux que jamais. C'est alors qu'une première bexiga, accrochée au plafond, éclata soudainement, sans raison apparente. Le bruit fit sursauter tout le monde, et une sorte de frisson glacial parcourut mon échine. Je me précipitai pour ramasser les morceaux, pensant qu'elle avait simplement éclaté à cause de la chaleur ou d'une pression excessive, mais en fouillant dans les débris, je découvris quelque chose d'étrange. Un petit morceau de papier, roulé et plié, se trouvait à l'intérieur du caoutchouc déchiré. Curieux, je le déroulai. La phrase écrite dessus me glaça le sang. Je vous observe. Je restai là, immobile, tenant ce bout de papier, mes doigts froids comme de la glace. Les enfants me regardaient, sans comprendre. J'essayais de leur sourire, de leur dire que ce n'était rien, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce message n'était pas une simple coïncidence. À peine avais-je eu le temps de remettre la pièce dans ma poche que, sans préavis,
une autre Bexiga éclata à travers la pièce. Puis une autre. Et encore une. Et à chaque fois, à l'intérieur, une nouvelle note, une nouvelle menace. Tu n'es pas seul. La porte est fermée, mais je peux entrer. À ce moment-là, mon cœur battait dans ma poitrine à un rythme effréné. La peur était palpable dans l'air, comme une pression invisible qui m'enserrait. Les enfants commençaient à pleurer, certains se serrant les uns contre les autres, d'autres se cachant sous la table. Je sentais la panique grandir autour de moi, et j'essayais de rester calme. Mais chaque message semblait me renvoyer à la même pensée. Quelque chose, ou quelqu'un, était vraiment là, avec nous, et attendait le moment propice pour frapper. La panique commença à se propager dans la pièce comme une infection. Les enfants se bousculaient, cherchant désespérément une sortie, mais il n'y avait nulle part où fuir. La porte d'entrée était verrouillée, et aucune des fenêtres ne semblait pouvoir s'ouvrir. La maison, normalement si accueillante, se transformait peu à peu en une cage. Je les observais, les enfants pleuraient de plus en plus fort, se chamaillant et se criant dessus, dans une tentative désespérée d'échapper à l'angoisse croissante. J'essayais de garder mon calme, mais il me devenait de plus en plus difficile de respirer, comme si l'air se raréfiait à chaque seconde. Je me précipitais vers les fenêtres pour vérifier si quelqu'un pouvait être dehors, mais aucune silhouette ne se distinguait dans l'obscurité. Rien, sauf le vent qui faisait trembler les rideaux. Le frisson qui m'avait envahi ne disparaissait pas, bien au contraire. Chaque seconde qui passait semblait charger l'atmosphère d'une menace invisible, prête à éclater. Je revenais vers les enfants, leur ordonnant de se regrouper au centre du salon, sous la lumière vacillante. Je voulais les rassurer, leur dire que tout allait bien, mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Quelque chose était en train de se dérouler, quelque chose d'inhumain, et je ne pouvais pas y échapper. Les brefs éclats de lumière semblaient de plus en plus erratiques, et alors que je fermais la porte du salon, une dernière Bexiga explosa. Je n'eus même pas le temps de me pencher pour la ramasser. La pièce était désormais plongée dans une semi-obscurité, et j'entendis un léger bruit, presque imperceptible. Un murmure. Très bas, mais distinct. Quelqu'un murmurait mon nom. Je tournai la tête, cherchant des yeux la source de ce son. Mais rien. Pas une ombre ne bougeait. Les enfants se blottissaient les uns contre les autres, tremblants. Ils avaient cessé de pleurer, comme figés par la terreur. C'est à ce moment-là que je vis une dernière note tomber de la Bexiga éclater, glissant lentement vers le sol, presque comme si elle était guidée par une main invisible. Leur approche. Je m'empressai de ramasser le papier, mes mains tremblant sous le poids de l'angoisse. Ce message, celui-là, il résonnait dans ma tête. Il n'était plus question d'une simple farce, d'un jeu d'enfant. Quelque chose se préparait, et j'avais l'impression de ne plus avoir aucun contrôle sur ce qui allait se passer. Le silence qui suivit la dernière explosion de Bexiga était presque plus effrayant que tout ce qui s'était passé avant. C'était un silence lourd, étouffant, où chaque souffle semblait plus fort, plus bruyant. Je pouvais sentir le rythme de mon propre cœur battre dans mes oreilles, rapide, irrégulier. J'avais l'impression d'être observé, épié par des yeux invisibles qui scrutaient chaque mouvement, chaque respiration. Les enfants, maintenant complètement silencieux, étaient comme pétrifiés. Aucun d'eux ne bougeait, comme s'ils savaient que tout ce qui se passait n'était pas un jeu. J'essayais de garder mon calme, mais un froid glacial s'empara de mes mains et de mes pieds. Je n'arrivais plus à réfléchir correctement. Les messages, les éclats de lumière, les bruits étranges. Tout cela s'était accumulé jusqu'à ce que je sois complètement submergé par la terreur. Je voulais leur dire que tout allait bien, que nous allions nous en sortir, mais la peur qui me paralysait me faisait douter de mes propres mots. Puis, un bruit sourd, venant du dernier étage, me fit sursauter. Un grincement lent, comme une porte qui s'ouvre, suivi de pas lourds, traînants, qui résonnaient à travers la maison. Mes yeux se tournèrent immédiatement vers les escaliers. L'ombre de quelqu'un se dessina dans la lumière vacillante de la lampe. Une silhouette floue, difficile à discerner, mais qui semblait s'approcher lentement, comme si elle savourait chaque instant, chaque mouvement. Je voulais courir, mais mes jambes étaient comme paralysées. Un frisson glacé me traversa, et je sentis une main se poser sur mon épaule, aussi froide que la mort elle-même. Un murmure, juste derrière moi, me fit hérisser les poils de la nuque. Je t'avais dit que j'attendais le bon moment. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Juste le vide. L'air semblait devenu plus dense, plus épais, et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer correctement. Mais je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. Les pas lourds se rapprochaient, plus forts, plus clairs. Et soudain, les lumières s'éteignirent à nouveau, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Le bruit des pas s'intensifiait, me faisant perdre toute notion du temps. Je pris la main de mon frère, le tirant dans un coin, loin de la source de ce bruit. Mais il me regarda d'un air terrifié, ses yeux agrandis par la peur. « Ils vont nous trouver,
Pas vrai, murmura-t-il. Ils savent où on est. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais aucune idée de ce que nous allions faire. La seule chose que je savais, c'est que, peu importe où nous irions, peu importe combien de fois nous essayions de fuir, ils étaient déjà là. Mon ami, Théo, était étrangement excité par l'idée de célébrer son anniversaire dans une cabane isolée que sa famille venait d'acheter. J'avais beau lui dire qu'on aurait pu fêter ça en ville, entouré de nos amis et avec de la bonne musique, mais il insistait, ça va être une soirée mémorable, répétait-il, sans que je puisse savoir si c'était une promesse ou une menace. La cabane se trouvait loin de tout, entourée de forêts sombres, un endroit que personne n'aurait choisi pour une fête. Le trajet pour y arriver m'avait déjà mis mal à l'aise, avec cette route de terre qui semblait ne jamais finir, serpentant au milieu des arbres qui se penchaient comme pour nous observer. Quand nous sommes enfin arrivés, la lumière du jour disparaissait, et le silence de la forêt nous enveloppait complètement. La cabane elle-même avait un air lugubre, avec ses murs en bois usés et ses fenêtres étroites qui semblaient nous scruter. Théo, lui, était ravi, comme si ce lieu sinistre avait quelque chose de magique pour lui. « Tu verras, on va se souvenir de cette soirée », m'avait-il lancé avec un sourire mystérieux. Au fond, j'essayais de me convaincre qu'il avait raison, mais quelque chose clochait. Nous avons allumé un feu à l'extérieur et sorti quelques bières pour nous détendre. Autour de la flamme vacillante, nous avons commencé à raconter des histoires, chacun essayant d'effrayer l'autre. Mais même si je tentais de rire, je ne pouvais m'empêcher de sentir ce poids étrange dans l'air. C'était comme si la forêt autour de nous retenait son souffle, écoutant nos moindres mots. Peu après minuit, alors que nous étions tous plongés dans nos histoires, un bruit sourd retentit contre la porte de la cabane. Une série de coups lourds, lents, comme si quelqu'un frappait avec insistance. Nous avons tous sursauté, le silence qui suivit était presque palpable, et nous nous sommes regardés, déconcertés. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un autre ami qui arrivait en retard pour la soirée, mais quand j'ai demandé à Théo s'il attendait quelqu'un d'autre, il a secoué la tête, un froncement d'inquiétude plissant son front. Lentement, Théo s'est levé pour aller ouvrir la porte, et nous l'avons tous suivi, un peu nerveux, mais curieux. Quand il a tourné la poignée et entrouvert la porte, il n'y avait rien. Juste le noir de la forêt, profond et oppressant, et le froid qui s'infiltrait soudain à l'intérieur, glaçant l'air. Nous avons scruté les alentours, espérant apercevoir quelqu'un ou quelque chose, mais tout semblait étrangement immobile. La forêt était silencieuse, comme si elle cachait quelque chose. Théo a refermé la porte en murmurant que ça devait être le vent, bien que je voyais dans ses yeux qu'il n'y croyait pas vraiment. On a essayé de reprendre notre soirée, de plaisanter, de se dire que ce n'était rien, mais le malaise était là, s'infiltrant comme une ombre silencieuse. Alors que nous tentions de retrouver une ambiance légère autour du feu, l'un de nos amis, Lucas, se figea soudain, le regard fixé sur la lisière de la forêt. Son visage avait blêmi, et ses yeux étaient écarquillés, comme hypnotisés par quelque chose dans l'obscurité. « Vous voyez ça » chuchota-t-il, d'une voix tremblante. Nous avons tous tourné la tête dans la direction qu'il pointait, et c'est là que nous l'avons vu. Dans l'ombre des arbres, une silhouette se tenait immobile, à peine visible dans l'obscurité. C'était une forme humaine, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa posture, figée, presque surnaturelle. La figure semblait nous observer en silence, comme un spectateur invisible, et même si elle ne bougeait pas, une sensation de danger émanait d'elle, quelque chose d'inexplicable mais terriblement oppressant. Nous avons essayé de nous convaincre que c'était un jeu de lumière, ou peut-être même un animal. Mais chaque fois que l'un de nous détournait le regard, il pouvait sentir, au plus profond de lui-même, que cette chose continuait de nous fixer. Quand l'un de mes amis prit son courage à deux mains pour s'approcher, la silhouette disparut d'un coup, se fondant dans l'obscurité des arbres, comme si elle n'avait jamais été là. Ce silence glacial s'est abattu sur nous de nouveau, plus pesant encore qu'avant. Personne n'osait dire un mot, mais nous savions tous que quelque chose n'allait pas. De retour dans la cabane, un silence tendu nous enveloppait. Personne n'osait parler de ce que nous avions vu, mais l'anxiété se lisait sur nos visages. Cherchant un moyen de calmer nos nerfs, un de mes amis sortit son téléphone et décida de chercher des informations sur cette cabane, comme pour prouver que ce n'était rien d'autre qu'une vieille maison isolée. Ce qu'il trouva nous glaça le sang. En fouillant sur Internet, il découvrit un article datant de plusieurs années. La cabane avait appartenu à une famille qui avait disparu mystérieusement. Les détails étaient flous, mais il y avait des rumeurs de violence, de disputes et même de pratiques occultes. Certains témoignages parlaient de cris entendus la nuit, et d'une fête macabre qui aurait eu lieu juste avant leur disparition. Leurs corps n'avaient jamais été retrouvés, mais ceux qui s'aventuraient près de la cabane affirmaient souvent ressentir une présence étrange. Mon cœur battait la chamade. C'était comme si le fait que nous soyons là,
et surtout que Théo, l'anniversaire duquel nous célébrions, partage le même prénom que l'ancien propriétaire, avait réveillé quelque chose. Un malaise indescriptible se répandit parmi nous, comme si nous étions devenus les invités d'une fête qui n'aurait jamais dû recommencer. Alors que la nuit avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, presque suffocante. Nous étions tous épuisés, mais personne n'osait vraiment aller se coucher, chacun s'accrochant à la présence des autres comme à une bouée de sauvetage. C'est alors que des murmures ont commencé à résonner dans la cabane, des chuchotements indistincts, presque comme une chanson lointaine, accompagnés de rires étouffés, sinistres. Cela ressemblait au bruit d'une fête, mais une fête sinistre, d'une époque révolue. Théo, visiblement effrayé, tenta d'allumer la lumière, mais aucune des ampoules ne fonctionnait. Nous étions plongés dans l'obscurité, seuls avec ces voix qui semblaient se rapprocher, comme si les fantômes de l'ancienne famille étaient revenus pour célébrer un anniversaire bien différent. Puis, à la lueur de nos téléphones, nous avons vu une ombre, une silhouette immobile, apparaître derrière Théo, comme un invité macabre. Pétrifiés, nous avons reculé en silence, incapables de crier ou de bouger davantage. L'ombre semblait lever un verre en direction de Théo, comme pour porter un toast, tandis que des murmures de bon anniversaire résonnaient dans l'air glacial de la pièce. Ce n'est qu'au lever du jour, après une nuit d'effroi où aucun de nous n'avait osé dormir, que nous avons fui la cabane, le cœur battant. Plus tard, en examinant les photos que nous avions prises, nous avons découvert une image troublante. Autour de Théo, dans l'obscurité de la cabane, on distinguait des visages flous, tordus dans des sourires macabres, comme si des invités invisibles avaient été présents, célébrant avec nous cette nuit-là. Nous avons juré de ne plus jamais revenir. Je m'occupais des derniers préparatifs pour l'anniversaire de ma nièce. Elle avait demandé une fête à thème, alors nous avions loué une grande salle remplie de vieux jouets et de peluches poussiéreuses, exactement ce qu'elle aimait. Dès que nous sommes entrés, l'ambiance du lieu m'a frappé, la lumière tamisée, les couleurs fanées des jouets, le sol qui craquait sous nos pieds. Tout semblait figé dans le temps, comme si les murs avaient absorbé des années de rires d'enfants oubliés. Parmi les décorations, un détail m'a immédiatement mis mal à l'aise. Il y avait, au fond de la salle, un grand clown en peluche, assis sur une chaise usée, avec un sourire figé et des yeux étrangement brillants. Son regard semblait suivre chacun de mes mouvements. Son maquillage, pourtant usé, lui donnait une expression de fausse gaieté qui me paraissait sinistre. J'ai secoué la tête, me disant que c'était juste mon imagination. Après tout, c'était juste un vieux jouet, non? En essayant de me rassurer, j'ai continué à installer les décorations et les cadeaux. Les enfants allaient bientôt arriver, et je voulais que tout soit parfait pour ma nièce. Elle courait dans la salle, émerveillée par chaque recoin, tandis que moi, je jetais des coups d'œil furtifs au clown. Quelque chose en lui ne me laissait pas tranquille. La fête battait son plein, et les rires des enfants résonnaient dans la salle, couvrant un peu mon malaise. Cependant, alors que je faisais un tour pour m'assurer que tout était en ordre, un détail étrange attira mon attention. Le clown n'était plus assis à sa place. J'étais pourtant certain de l'avoir laissé sur la chaise, au fond de la salle, juste avant que les invités n'arrivent. Mon cœur s'accéléra légèrement, mais je me dis que quelqu'un avait dû le déplacer pour faire une blague ou simplement par curiosité. Je demandai aux enfants autour de moi s'ils avaient touché au clown, mais tous secouaient la tête, absorbés par leur jeu. Leurs parents, eux aussi, semblaient perplexes. Je tentai alors de retrouver le clown du regard, scannant chaque recoin de la salle, mais il restait introuvable. Je me dirigeai vers un des employés de la maison de fête pour lui poser la question. Son visage afficha une expression de confusion lorsqu'il m'assura que la salle n'était censée avoir aucun clown de ce type. D'après lui, leur inventaire n'incluait aucun jouet de ce genre, et il n'avait jamais vu de peluche ressemblant à celle que je décrivais. Un frisson me parcourut l'échine. Était-ce possible que j'aie simplement imaginé ce clown? Mais non, j'étais sûr de ce que j'avais vu. C'était impossible que je me sois trompé, ses yeux étranges et son sourire figé restaient gravés dans mon esprit. Au fil de la soirée, alors que j'essayais de retrouver un semblant de tranquillité, des rires étouffés commencèrent à résonner dans la salle. D'abord discrets, ils semblaient venir de la zone des jouets, à l'endroit même où le clown avait été installé au début. Je regardais autour de moi, pensant qu'un des enfants jouait à se cacher, mais ils étaient tous regroupés près de l'aire de jeu. Les rires continuaient, de plus en plus audibles, et leur tonalité semblait anormale, presque trop aiguë, comme un enregistrement qui se déformerait. Intrigué et légèrement effrayé, je m'approchai de l'endroit d'où provenaient les sons. Mon cœur battait à tout rompre alors que je soulevais quelques jouets pour vérifier ce qui se cachait dessous, mais il n'y avait personne. Soudain, les rires cessèrent, plongeant la pièce dans un silence lourd et oppressant. Je me retournai brusquement et là, au milieu des autres jouets, le clown était de retour, assis avec ce même sourire figé et ses yeux brillants dirigés droit vers moi.
Il n'avait pas bougé depuis la dernière fois, mais quelque chose dans sa posture semblait différent, plus menaçant. C'était comme si ce regard moqueur et glacé était dirigé uniquement vers moi, me fixant avec une intensité que je ne pouvais ignorer. Je ne pouvais plus rester là sans réagir. Un frisson glacé me parcourut l'échine tandis que l'angoisse montait en moi. Le clown, maintenant de retour à sa place, semblait me défier silencieusement. J'avais l'impression que ses yeux brillaient encore plus intensément, comme s'ils avaient pris vie. Je me précipitai vers lui, déterminé à le déplacer cette fois-ci, pensant que peut-être il avait été posé là par un enfant, ou même par un employé qui avait voulu s'amuser avec mes nerfs. À peine mes mains touchèrent la peluche que je ressentis une résistance étrange, presque surnaturelle. Le clown, lourd et rigide, semblait s'opposer à mon mouvement. J'essayai de le soulever, mais il restait fixé à sa place, comme si une force invisible le maintenait en position. Une sueur froide perla sur mon front tandis que je luttais pour le déplacer, mais sans succès. Plus je tentais de l'enlever, plus je sentais une pression croissante, une sensation de malaise qui me serrait la gorge. C'est alors que la pièce se vida d'un seul coup de son bruit habituel. Le silence qui s'installa était insupportable. Je me figeai. Puis, une voix basse et sifflante, presque inaudible, sembla sortir de l'intérieur de la peluche. Elle murmurait, des mots incompréhensibles, comme une prière oubliée. Je reculai d'un pas, abasourdi, tandis que le clown, sans que je puisse le voir bouger, paraissait s'incliner légèrement vers moi, comme s'il se moquait de ma peur. Le cœur battant à tout rompre, je me précipitai vers l'un des employés, espérant qu'il pourrait m'expliquer ce qui se passait. Mais à peine eus-je ouvert la bouche qu'il me coupa, un air grave sur le visage. « Ce clown, dit-il d'une voix basse, vous devriez le laisser tranquille. » Ces mots étaient étrangement lourds de sens, comme s'il savait exactement de quoi je parlais. Il m'avoua, après un long silence, que ce jouet avait été laissé là des années auparavant, par une famille qui avait organisé une fête, mais que plusieurs incidents étranges s'étaient produits depuis. Les employés avaient appris à ne plus toucher à ce clown, et encore moins à s'en approcher. J'étais choqué, incapable de comprendre. Comment un simple jouet pouvait-il être à l'origine de tant d'effroi? Avant que je ne puisse poser davantage de questions, un autre employé arriva précipitamment, les yeux écarquillés. Il m'ordonna de quitter immédiatement la salle, de rassembler les invités et de partir. L'ambiance était devenue de plus en plus lourde, et les rires sinistres reprenaient dans le fond de la pièce. À contre-cœur, je rassemblai les enfants, leurs parents et ma nièce, paniqués et bouleversés, mais je n'avais plus le choix. Une fois à l'extérieur, en montant dans ma voiture, j'essayai de reprendre mes esprits. Le cœur encore battant, je démarrai le moteur et jetai un dernier regard par le rétroviseur. Et là, à la fenêtre arrière de ma voiture, à travers la vitre embuée, je vis le clown, assis dans le siège arrière, son sourire figé et ses yeux brillants fixés sur moi. Je hurlai et freinai brutalement, mais lorsque je vérifiai à nouveau, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que le vide, et une sensation d'être constamment observé, comme si ce regard malveillant allait me suivre partout où j'irais.